Arrivé chez Dahlia, la copine de ma mère, quand on a garé la voiture, j'ai vu sa maison. Je l'ai observée calmement. Une grande et longue maison qui s'étendait sur toute la longueur. D'énormes baies vitrées, des murs en bois épais, du bois certainement de chêne, de cèdre, ou alors d'autres arbres. Je suis arrivé et la porte s'est ouverte. Une fine porte qui s'ouvrait en deux, une fine porte en papillon. La porte était creusée sur les côtés. Ce n'était pas une porte classique, c'était une porte creusée sur les côtés. Elle avait été décorée. Elle était décorative en même temps d'être une porte. Elle s'est poussée et s'est ouverte d'un côté, apparaissant avec un châle blanc, des cheveux blancs. Elle est arrivée. Elle est arrivée vers nous. Elle me paraissait particulièrement familière à l'odeur qu'elle dégageait. Un parfum qui ressemblait à celui de ma mère. Presque celui de ma mère. Ça me rappelait quelque chose de doux, quelque chose d'affectueux, quelque chose de familier, quelque chose d'agréable à sentir. Elle était là près de nous et sentait cette odeur que je ne pouvais décrire, que je ne pouvais vraiment décrire. J'étais seul avec ma mère. Ethan et Taylor n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, pas encore du moins. Je n'avais pas encore vu leur voiture arriver dehors. On s'est installé à une table et elle a commencé à sortir plein de grandes fardes qu'elle a étalées par terre. Elle s'est assise par terre, a ouvert une farde, a sorti des dessins, des croquis, des dessins qui avaient l'air d'être dessinés de manière brute, des dessins qui avaient l'air d'être dessinés de manière brute, de manière vraiment comme s'ils avaient été croqués. Comme s'ils avaient été croqués, comme si on avait dessiné ça dans la vitesse et dans la concentration. J'ai regardé ces dessins, des dessins au fusain, des dessins au stylo bille, des dessins au bic, des dessins au feutre noir. J'avais l'impression de ressentir la texture. Un papier cartonné, et parfois un papier beaucoup plus fin que cartonné. Un papier un peu plus fin, presque comme une peau que l'on aurait arrachée. Dahlia, qui était à côté de moi, était en train de m'expliquer chacune de ses œuvres. Ensuite, elle m'a regardé, a mis ses mains sur mon épaule, a mis sa main sur mon épaule et m'a dit « Viens, je vais te montrer les œuvres de ma mère. Je vais te montrer les œuvres de ta mère. » À ce moment-là, quand elle m'a dit « Viens, je vais te montrer les œuvres de ta mère », ma mère m'a regardé et a dit « Non, faut pas que tu vois ça. » Elle me l'a dit avec un peu d'humour, un peu de cynisme, mais surtout du sarcasme dans le ton de sa voix, dans l'arrière-ton de sa voix. J'entendais vraiment un sarcasme dire « Oh non, il faut pas que tu vois ça. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « T'inquiète pas maman, si c'est moche, je me moquerai pas. » Ma mère est arrivée dans la pièce et a dit « T'inquiète, c'est vraiment très très moche. » Dahlia s'est retournée et a dit « T'abuses là. T'abuses. Enola, c'est pas si moche ce que tu faisais. » Elle a sorti plein de dessins et les a posés à même le sol. J'ai demandé à Dahlia pourquoi on s'assied tout le temps à même le sol alors qu'il y a des chaises. T'as des meubles? Pourquoi on s'assied toujours à même le sol? C'est ma mère qui m'a répondu. Dahlia m'a regardé. Et elle m'a dit, Dahlia m'a regardé. Elle avait voulu me répondre, mais ma mère m'a répondu juste avant elle, en disant à l'académie, tout le temps, on ne s'asseyait pas sur des chaises. L'académie n'était pas comme tu le pensais, avec des chaises, avec des bureaux, avec des feuilles blanches qui étaient distribuées. Ce n'était pas avec des feuilles vierges distribuées, des feuilles cartonnées. On n'arrivait pas avec nos trousses, ou on n'arrivait pas avec notre sac. On arrivait et on se posait à même le sol. Et en groupe, chacun avait un objet devant soi. Et cet objet devait lui inspirer un dessin, ou alors le redessiner. On était toujours à même le sol. Les meubles, c'était comme s'ils n'existaient pas, même s'il y en avait, mais juste que l'on utilisait pour les fêtes de fin d'année. C'était comme ça le conservatoire, c'était comme ça que se passait l'académie. Je n'étais pas au courant, alors on a regardé par terre tous les vieux dessins de ma mère. Dahlia est allée dans sa cuisine et nous a servi un verre. Un verre d'un jus qui paraissait un peu jaunâtre, un peu blanc. À l'intérieur, il y avait de la pulpe à l'intérieur de la carafe
qui flottait à la surface et non au fond. Finalement, elle nous a offert un peu de ce jus, a poussé un verre vers moi. Et je lui ai dit, c'est quoi? Elle m'a regardé, elle m'a dit, bois et tu verras, tu vas reconnaître. Ce goût, encore une fois, me paraissait familier, quelque chose que ma mère préparait quand elle était jeune. Ma mère a levé la tête vers Dahlia et a dit, non, t'as pas osé préparer ça. Dahlia, avec un sourire en coin, a dit, oui, vas-y, goûte, et lui a mis un- lui en a mis un peu dans un verre, en lui disant, vas-y, goûte. C'était clairement ce qu'elle préparait au conservatoire, et ce qu'elle me donnait quand j'étais jeune. Ça me rappelait mes vacances d'été. Ça me rappelait mes vacances d'été avec ma mère. Quand on buvait quelque chose, elle préparait toujours ça. Et j'étais impatient de revenir alors que je jouais dehors. Juste pour goûter ce qu'elle avait préparé, j'étais impatient de rentrer et de boire un verre. Même s'il y avait toutes les discussions barbantes des adultes. Je restais là, je buvais un verre, et j'écoutais au travers des discussions. Mais là, j'étais avec Dahlia, j'étais avec ma mère, et on regardait les dessins. Ce matin-là, Lise devait passer nous chercher avec sa CX-80. Elle est rentrée et elle m'a secoué. Elle m'a secoué moi et elle m'a dit allez, allez, on se réveille, on se réveille, on se réveille. Allez. Je l'ai regardé et je lui ai dit 2 minutes, attends. Je me suis préparé, j'ai mis un jeans en râlant un peu, je l'ai regardé et j'ai mis un t-shirt. J'ai vu que quand je mettais un t-shirt, elle était déjà occupée à fouiller dans mon armoire peut-être pour me faire aller plus vite. Elle était occupée de fouiller dans mon armoire. Elle me lançait des affaires et je me disais 2 minutes, laisse-moi. Alors finalement, j'ai dû la prendre par l'épaule et puis la pousser dehors. J'ai refermé la porte derrière moi. En fermant la porte, malheureusement, j'avais déjà réveillé Taylor et j'avais déjà réveillé Ethan. Je savais qu'elle les avait déjà réveillés avant moi, mais je les avais réveillés une deuxième fois. Je me suis assis au sol contre la porte en me disant et comme si c'était possible que je puisse les réveiller une deuxième fois. Je leur ai dit qu'aujourd'hui c'était le vernissage de l'une de mes amies qui faisait des photos pop art. On y est allé ensemble. On a pris la voiture de Lise qui était censée venir nous chercher. Je suis arrivé dans la cuisine et j'ai demandé à ma mère comment ça se fait que Lise est arrivée dans ma chambre. Ma mère a haussé les épaules et a dit c'est ton amie, non? Bah je lui ai ouvert. Je lui ai ouvert la porte. J'ai regardé ma mère, sans violence, je lui ai dit la prochaine fois tu pourrais juste me prévenir. Avec un petit peu de sarcasme et de cynisme dans ma voix, mais une voix très douce. Une voix très douce, je lui ai dit la prochaine fois tu pourrais quand même me prévenir avant. Je sais pas venir toquer à ma porte et me dire que Lise est juste devant ma porte. Elle m'a regardé et m'a demandé oui mais pourquoi c'est ton ami? Je l'ai regardé avec les. Je l'ai regardé juste Juste en partant, je l'ai regardé, juste un regard sur le côté, et je lui ai dit oui maman, c'est Lise, mais justement, c'est ça le problème, c'est Lise. Elle m'a regardé, elle m'a dit allez, t'en fais pas un peu trop là. J'ai haussé les épaules et j'ai dit non, je crois pas maman, c'est Lise. Tu te rappelles de qui c'est, Lise? Mon amie qui vit à Seattle. Tu vois qui est Lise? Bah c'est Lise. Elle m'a regardé et elle m'a dit oui mais c'est une amie comme une autre. Une amie comme une autre, j'ai pris un verre, je me suis servi un verre d'eau et j'ai dit non, non, je crois pas, non, non, non. Et je me suis assis à la table. Finalement, a mis un t-shirt. Taylor a mis un t-shirt à moi, je l'ai regardé. Je l'ai regardé quand il est arrivé et Ethan est arrivé. Ils sont arrivés tous les deux. Je leur ai servi un verre et je leur ai dit allez, venez, on doit descendre. Je leur ai dit que Lise était en train d'attendre, en bas, certainement adossée contre sa voiture, l'air de vouloir dire dès qu'on va descendre et qu'on va arriver ah, j'ai attendu une plombe, l'air de dire ce genre de choses. Eh ben, j'avais raison. Quand on est arrivé, elle m'a regardé et elle m'a dit ah, c'était long, j'ai failli attendre. Je l'ai regardé, mais ça ne m'étonnait pas d'elle. On est finalement arrivé au, on est finalement arrivé au vernissage. Et là, elle m'a regardé et elle m'a dit c'est moi ou ça sent le Mai Tai? Ça sent le Mai Tai au Malibu.
Elle est allée voir et elle m'a demandé si ça sentait le Mai Tai. Je l'ai regardé, je ne savais pas quoi répondre. Et elle m'a dit, ça sent le Mai Tai au Malibu. Je reconnaîtrais cette odeur de n'importe où. J'avoue que pour moi, c'était plus une affirmation qu'une question. Alors j'ai haussé les épaules, je l'ai regardé, j'ai mis un drap devant moi et je lui ai dit, vas-y, fonce, va t'en servir un. Elle s'est retournée et elle a à peine eu le temps de me demander, et tu en veux un? Que j'ai regardé une photo et j'ai dit, non, 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 sans façon. Elle a regardé Taylor et Taylor a répondu la même chose. Elle a regardé Ethan et Ethan a suivi dans le mouvement. Finalement, on a tourné et j'ai rejoint mon ami qui avait fait des photos et qui avait exposé ses photos. Je voyais ces photos des femmes dénudées, ou alors des femmes, simplement des portraits, ou des hommes, avec des couleurs très flashy. Des couleurs très flashy, certaines parties qui ressemblaient à des œuvres d'Andy Warhol, certaines parties qui ressemblaient à des œuvres de Liechtenstein, et beaucoup d'autres peintres qui étaient pop art. Je l'ai regardé, et je lui ai dit, c'est pas un peu du vol qui est du Liechtenstein, ou alors qui est du Andy Warhol sur tes œuvres? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, pas si je les customise. Tu connais la règle de 3? Je lui ai dit, je lui ai dit quand on est allé voir ses photos, je lui ai dit oui, la règle de 3 pour équilibrer un dessin correctement. Elle m'a dit non, la règle de 3 au niveau d'un copycat. La règle de 3 signifie que quand tu copies quelque chose, tu dois changer au moins 3 détails. Et ce n'est plus un copycat. C'est plus du plagiat si tu changes 3 détails maximum. Si tu reprends un titre et que tu changes 3 détails, c'est plus un copycat. C'est plus du plagiat. Alors comme j'ai tout changé, presque tout, et que j'ai fait simplement des collages, c'est pas du plagiat et c'est pas du copycat. Je l'ai regardé et je lui ai dit que moi je connaissais la règle de 3 pour équilibrer les choses. Elle m'a expliqué aussi qu'elle la connaissait et on a parlé. On est resté là un bon moment, mais sans plus, jusqu'à ce que Lise nous rejoigne avec son verre à la main, en demandant si elle pouvait le prendre encore une fois, en demandant au barman si elle pouvait le prendre à emporter. Mais les verres appartenaient à la galerie et non au barman. Alors il lui a répondu, excusez-moi madame, mais non, vous ne pouvez pas. Elle a quand même pris le verre et est partie avec. Moi, les mains sur le volant, j'ai démarré. J'ai pris les clés de sa voiture. Elle m'avait laissé le volant. Et je l'ai regardée et je lui ai dit qu'elle était quand même pas possible. Elle a haussé les épaules et elle a dit, quoi? C'est mon Mai Tai. Je n'ai pas répondu, j'ai juste démarré et appuyé sur la pédale. Finalement, on est revenu le soir et on est monté dans son loft. Elle nous a accueillis et il y avait plein de sculptures partout. Des sculptures qui ressemblaient très fort à ce genre de sculptures qu'on peut retrouver dans le parc Güell. Ce genre de sculpture qu'on peut retrouver au parc Güell. Ce genre de sculpture très colorée, très difforme, mais toujours assez courbe. Il y avait aussi des sculptures plus noires, plus intenses, plus carrées, plus sophistiquées. Des sculptures de toutes les sortes. Et il y avait des tableaux dont on ne savait même pas décrire ce qu'il y avait dessus. Il y avait certains tableaux, c'était des collages, certains tableaux, c'était des photos des portraits qui avaient été trafiqués. Ça se voyait qu'ils avaient été trafiqués volontairement par elle. Son appartement était une vraie mine d'or. On est resté là On est resté là un moment, une soirée. On a bu un verre et j'ai vu cette photo d'une femme avec des grosses lunettes noires. Sur ces lunettes noires, il y avait des inscriptions blanches, un rouge à lèvres très intense et une sorte de coulis comme une substance gélatineuse qui coulait sur son visage. J'étais attiré par cette photo. Elle avait beaucoup d'intensité. Finalement, J'en ai parlé à mon ami et je lui ai dit, si je t'offre un prix, tu penses que tu peux me la vendre? Elle a regardé tout son appartement et a dit, laquelle? J'ai dit, celle-ci là-bas, la fille avec les lunettes noires. Elle m'a regardé et elle m'a dit, oui, mais ça dépend. Quel prix? Je lui ai mis une somme sur la table et j'ai dit, ce prix-là.
Je l'ai écrit sur un papier et elle m'a regardé. Et elle m'a dit, si tu montes à 16 000, je suis d'accord. Alors j'ai ajouté un petit 1000 de plus. Je suis monté à 16 000, mais ça valait la peine. Elle me l'a emballé. J'ai ouvert le coffre en bas et elle me l'a posé dans le coffre. Le lendemain, je suis rentré et j'étais impatient de l'offrir à ma mère. J'avais la toile en main, la porte devant moi et les clés dans l'autre main. J'ai ouvert la porte, je l'ai poussée avec mon pied et j'ai regardé ma mère. Elle m'a demandé, étonnée, c'est quoi ça? Et je lui ai dit, tiens, c'est pour toi. Elle s'est assise et elle a ouverte. Je lui ai dit que ça irait bien juste au-dessus de son lit. Juste au-dessus de son lit ou alors juste en face de son lit. Là où elle a sa maquilleuse, avec les plusieurs miroirs qui sont autour de sa maquilleuse. Je me suis dit que la toile se reflèterait en plusieurs fois sur les miroirs. Alors elle l'a ouverte, et elle a été l'accrocher. Quand on est entré dans cette boîte de nuit, on a vu d'énormes statues, des femmes et des hommes, dans des positions assez sexualisées. Des femmes et des hommes dans des positions assez sexualisées, mais des lumières projetées sur les statues, d'énormes statues, de au moins 5 à 6 mètres, certaines qui étaient encore peut-être même plus grandes, de 8 à 7 mètres. Et elles étaient statiques, neutres, une statue comme une autre. Elles étaient noires en une matière très spéciale, mais elles étaient mouvantes. Elles étaient mouvantes, elles bougeaient et tournaient sur elles-mêmes. Parfois même, on avait l'impression qu'un bras tombait, ou alors qu'un bras lissait le corps d'une autre statue. Elles étaient mouvantes, c'était clairement ça, elles bougeaient. Et ce n'était pas à cause de la statue en elle-même, ce n'était pas à cause d'un mécanisme ou d'une intelligence artificielle, c'était à cause de l'angle dans lequel elle était positionnée et de plusieurs lampes qui avaient été projetées dessus, donnant l'impression que le bras bougeait et donnant l'impression que les statues tournaient sur elles-mêmes, alors qu'elles n'étaient pas réellement mouvantes. Je pouvais mettre ma main dessus, ce que j'ai été faire, et elle ne bougeait pas. Mais j'avais ma main dessus, et je continuais à voir la statue, qui baissait la tête et me regardait, me tendait un bras, et je voyais son bras, qui se mettait juste en face de moi, comme si elle me disait « Monte, viens, monte ». Et puis son bras s'est redressé vers l'arrière, venant toucher une autre statue. L'autre statue a pris son bras. Sa main s'est posée entre l'articulation de son bras et son avant-bras. Et elles se sont rejointes l'une avec l'autre. Et tout ça avec un jeu de lumière. On était à l'intérieur, et il y avait des femmes sexualisées jouant de pole dance et de barres de pole dance sur des énormes plaques au mur, des plaques blanches sur lesquelles il y avait d'énormes lumières qui projetaient ces femmes qui faisaient du pole dance, en bleu, en mauve, en rouge, en des lumières toujours flashy, et le bar pourtant était intensément noir. On a été prendre un verre, on a parlé, on a discuté, et Lise nous a rejoints. Ensuite une autre amie, et on est resté là. On leur a demandé ce qu'elle faisait ici. On leur a demandé ce qu'elle faisait ici, et on était passé ici simplement parce qu'on avait reçu un coup de fil. Un coup de fil de Lise qui nous avait dit « Allez les gars, passez !» et qui nous avait envoyé une photo de là où elle se trouvait. C'est vrai que l'endroit dans lequel elle se trouvait était très attirant, donc on y est quand même allé. Mais on ignorait que Lise avait pris simplement un selfie de elle-même, simplement pour nous dire « Venez » et nous persuader. On ignorait que vous étiez tous là, et quand on est arrivé, finalement, on est rentré le lendemain, à l'aube. J'avais un rendez-vous très spécial aujourd'hui. J'avoue que je n'avais pas du tout envie d'y aller parce que quelque part j'avais un peu le trac. Mais je me suis assis 5 minutes avec mon GSM, j'ai pris le temps de me poser et d'observer ma chambre. Et j'ai pris le temps de sentir la respiration de mon chien. J'ai pris le temps de sentir la respiration de Nara. J'ai passé ma main sur son pelage et j'ai senti sa respiration. J'ai senti qu'elle respirait très lentement. Et en mettant ma main et déplaçant ma main sur son pelage, j'ai senti son cœur battre.
Il battait lentement, au rythme auquel je déplaçais ma main. Finalement, en sentant son cœur et sa respiration, ça m'a rassuré. Elle a posé son museau juste, Elle a posé son museau juste sur ma jambe. J'avais les jambes un peu repliées, mais elle a posé ses jambes. Elle a posé, elle a posé sur ma jambe son museau et elle est venue. Elle sentait que j'avais le trac. Alors même les jambes repliées contre moi, même les jambes rabattues contre moi, repliées contre moi et moi qui étais contre le mur, avec mon GSM, qui faisait tout pour me mettre dans ma bulle. Même comme ça, elle a réussi à y passer ses pattes et à y passer son museau. Je la regardais et je la caressais derrière les oreilles. Je regardais mon chien loup, couché, et puis sur le côté, juste à côté de moi. Je me sentais rassuré, mais pas rassuré à l'idée de devoir l'abandonner. Des journalistes avaient entendu parler de moi, de ce qui s'était passé, et voulaient maintenant simplement me parler, me questionner. Quand je suis arrivé là-bas, dans un grand studio transparent, mais qu'ils ont finalement fermé. Ils l'ont finalement fermé. Ils ont fermé les rideaux. Des rideaux blancs transparents, je voyais encore dehors les grands gratte-ciel et la silhouette des gratte-ciel. Finalement, ils ont passé d'énormes plaques blanches au-dessus. Le blanc m'éblouissait, alors j'ai demandé si on pouvait changer les plaques qu'ils avaient passées juste au-dessus des vitres en des plaques noires. Ils les ont changées en des plaques noires. Je me suis assis, croisant les jambes pour pouvoir peut-être me sentir un petit peu mieux. Elle est arrivée, micro en main, avec des fiches. Elle avait plein de questions à me poser. Elle m'a regardé. J'ai senti dans son regard que ça allait commencer, mais je ne me sentais pas à l'aise. Alors j'ai quand même répondu et j'ai essayé de faire semblant. J'ai commencé à penser à Nara. J'ai commencé à penser à Nara qui devait certainement être sur mon lit ou alors tourner en rond dans ma chambre et qui devait peut-être gratter à la porte parce qu'elle me cherchait. J'ai commencé à répondre aux questions, essayer de faire de mon mieux pour ne pas montrer que pour ne pas montrer que j'avais le trac ou que j'étais mal à l'aise. J'essayais de faire de mon mieux et de répondre aux questions. J'essayais de faire de mon mieux pour ressasser le passé et chercher, creuser en profondeur et finalement répondre à tout ce qu'il voulait savoir, même si je n'avais pas réellement envie de le partager. Rentré chez moi, j'ai garé la voiture. Le cauchemar était fini. J'ai levé les yeux vers mon... J'ai levé les yeux vers le bâtiment, vers le 24e étage, là où j'habitais. Je comptais les étages avant de trouver le 24e, et ensuite j'ai fermé la porte de ma voiture, je me suis retourné. Et là, j'ai pris l'ascenseur. J'ai pris l'ascenseur, et finalement, j'en suis sorti directement. Prendre l'ascenseur tout seul, je me suis dit que c'était complètement idiot. Alors j'ai regardé Nara, qui était juste à côté de moi, et je lui ai dit, on va monter? Et je me suis accroupi, un genou à terre, une main à terre. Je lui ai dit, allez viens, on monte. Je me suis mis sur une marche, je me suis mis sur une marche, j'ai grimpé un escalier, et elle était restée en bas. Je, je lui ai dit en claquant des doigts, allez, viens. Et en claquant des doigts, je lui ai dit, viens, ici. Et elle a grimpé. Finalement, elle m'a suivi dans les escaliers. Arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte, et juste quand je l'ai refermée et que je me suis retourné, ma mère, Ethan et Taylor étaient debout juste devant la télé. Il y avait une chose que je n'avais pas remarquée. Une caméra derrière qui avait tout filmé. Une caméra derrière qui avait tout filmé et qui avait tout retranscrit à la télé en direct, en live. Ce n'était pas du live direct, mais cette caméra enregistrait tout. Alors je l'avais peut-être remarqué, mais au fil des questions, je l'avais peut-être oublié. Et là, je suis arrivé et je me suis mis comme eux, figé devant la télé. Ils me regardaient, l'air de me demander pourquoi est-ce que j'avais fait ça. Et moi, j'ai vu cette caméra. Et je me suis dit que c'était une énorme trahison. Je me suis dit que c'était une énorme trahison. Ils avaient promis de garder ça secret. J'avais demandé l'immunité. J'avais demandé à ce que ce soit anonyme. J'avais demandé à ce que ce soit anonyme, à garder l'immunité, à faire en sorte que rien ne soit révélé. Et là, je rentre chez moi et je trouve tout dévoilé
sur une chaîne de télé comme CNN. Une chaîne de télé comme CNN, mondiale, où tout le monde pourrait me voir, alors que j'avais demandé l'immunité totale. Le lendemain, j'étais debout, et Taylor est arrivé derrière moi. Il a mis sa main sur mon épaule et m'a demandé si tout allait bien. Je l'ai regardé et j'ai dit « Ouais, oui, oui. » Finalement, tout de suite, j'ai changé, j'ai dit « Oui, non, en fait non. » J'étais partagé entre le fait d'aller bien, parce que toute une nuit était passée depuis, et j'étais partagé entre le fait d'aller mal, parce que je ne comprenais pas réellement pourquoi ils avaient fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils avaient trahi leur... Pourquoi est-ce qu'ils avaient trahi ce qu'ils me... Pourquoi simplement est-ce qu'ils m'avaient trahi, et pourquoi est-ce qu'ils avaient trahi ce qu'ils avaient dit? Ils avaient passé un contrat avec moi avant de commencer. Ils avaient promis l'immunité, ils avaient promis l'immunité, et ils m'avaient promis de garder tout ça secret. Je ne voulais pas que tout ça soit dévoilé à la presse. Je ne voulais pas qu'on me court après, ou alors qu'on essaie de prendre des photos de moi, ou qu'on me reconnaisse dans la rue comme une bête de foire. Pourquoi est-ce qu'ils s'étaient... Pourquoi est-ce qu'ils s'étaient trahis tout seuls? Ils m'avaient promis une immunité totale, ils m'avaient promis de ne rien dire, ils se sont trahis eux-mêmes et ils m'ont trahi moi en même temps. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça? Alors j'ai répondu à Taylor, oui, oui, oui. Et finalement j'ai réfléchi, j'ai regardé mes pieds. J'ai regardé mes pieds, et finalement j'ai levé la tête et j'ai dit, en fait non. J'ai préparé un sac, j'ai ouvert la porte, j'ai préparé des vêtements. J'ai préparé, j'ai préparé des vêtements, mon PC, tout ce qui pouvait m'aider peut-être à aller mieux. Et j'ai demandé à Ethan et à Taylor de faire la même chose. On est parti, et on est allé dans la maison de vacances qu'on avait un peu plus loin dans la forêt. C'était une maison complètement construite en argile rouge, liquide, couleur carmin. C'était une maison aussi avec une gigantesque terrasse en bois. Elle ressemblait un peu à ce genre de maison sans fenêtre et sans porte qu'on trouve à Marrakech. J'ai regardé cette maison rouge carmin, construite en argile rouge, en argile très solide. J'ai garé la maison, j'ai garé la voiture sous la maison, et quand on est arrivé face à la maison, je suis rentré, j'ai posé mon sac. Je me sentais enfin respirer, je me sentais enfin normal, je me sentais enfin bien, mieux que normal, je me sentais léger. Je ne me sentais plus avec ce poids de personnes qui voulaient me parler ou découvrir des choses sur moi. Mais ça, c'était depuis mon accident. Tout le monde me tournait autour et tout le monde voulait toujours en savoir plus. Tout le monde veut toujours répandre une tragédie un petit peu comme un... Tout le monde veut toujours répandre une tragédie dans le monde. Ils prennent la tragédie des autres, ils prennent le mal des autres et la répandent comme une maladie. Mais moi, j'avais décidé autrement. Ma tragédie, ce qui m'était arrivé, c'était ma tragédie. Elle n'était pas une maladie que l'on peut divulguer comme ça à tout le monde, que l'on peut, que l'on peut partager sans avoir ma permission. Alors je suis venu à cette maison, là où le coucher de soleil devient brûlant, à cause des murs qui sont rouge carmin. Et puis finalement, je me suis posé, dans le fauteuil, dans le salon. J'ai senti ce silence m'entourer, me sentir bien, l'impression que l'immunité était revenue, même s'il m'avait trahi. Le soir, on est rentré et on a marché dans les collines de Hollywood. On est allé s'installer derrière le haut et on a parlé. Enfin, c'est surtout Ethan et Taylor qui m'ont parlé. Ils me demandaient pourquoi je me sentais pas si bien que ça ces derniers temps. Pourquoi je me figeais dans un silence total. Pourquoi je ne disais plus rien. Pourquoi je ne parlais pas vraiment. Et je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé quand on m'avait posé des questions. Ce qui s'était passé réellement quand ils m'avaient promis l'immunité. Quand il m'avait promis l'immunité, ce qui s'était passé réellement quand il m'avait promis de ne rien dire, de garder le secret, et de garder tout ça anonyme. Je leur ai expliqué, et ils m'ont dit que ce qu'ils avaient fait, il fallait les poursuivre en justice. J'ai regardé Ethan, j'ai regardé Taylor, et je leur ai dit « Merci, c'est super gentil. » Je leur ai dit que c'était super gentil. Je leur ai dit « Merci. C'est super gentil de me demander de les poursuivre en justice, ou alors de réagir comme ça. Je comprends que vous ayez envie de les poursuivre en justice.
vous n'êtes pas impliqué, moi je le suis. Mais j'ai pas envie de les poursuivre en justice. Je les ai regardés et j'ai dit, j'ai pas envie de les poursuivre en justice. Si je fais ça, ça ne va faire qu'aggraver les choses. Les médias, la presse, mon avocat, toutes les personnes, toutes les personnes qui m'entourent et qui peuvent me protéger vont commencer à s'en mêler. Et je sais que ces personnes ne savent pas tenir leur langue. Alors non, je vais simplement surmonter ça tout seul. Ils m'ont regardé et m'ont dit que j'avais déjà surmonté tellement d'épreuves. Et je n'ai pas eu envie de dire ce que je n'ai pas eu envie de dire ce que j'avais au fond de moi, que j'avais l'impression d'entendre ma mère, que j'avais l'impression d'entendre justement les personnes qui m'avaient parlé et qui avaient trahi l'immunité qu'ils m'avaient promis. Alors je les ai regardés et j'ai dit, je ne les poursuivrai pas en justice. Point. Et je leur ai demandé, est-ce qu'on peut simplement boire, parler, discuter? Et on est resté là, caché derrière le haut du panneau Hollywood. Quand on était sur le panneau Hollywood, derrière, il y a une jeune femme qui est venue nous voir. Elle nous a invités chez elle dans une énorme maison en verre. Une énorme maison vitrée, une énorme maison qui donnait vue sur Los Angeles. On est allé dans sa maison, on a pris un verre et on s'est installé sur la terrasse. Une terrasse avec une piscine qui n'était pas énorme, juste un petit bassin dans lequel tremper ses pieds. Pas une grande profondeur ou alors une petite profondeur, juste un bassin sur le côté, et sur le côté, il y avait des grandes pousses vertes, avec des sortes de grands blés qui se présentaient à côté de la maison. Ce que j'aimais beaucoup dans sa maison, c'est que certaines vitres étaient des vitres teintées. Certaines vitres étaient des vitres cendrées, voire même presque noires, comme si elles étaient comme si elles étaient impossibles à voir, comme si c'était impossible à voir au travers. Certaines vitres étaient cendrées, certaines vitres étaient teintées, et certaines vitres étaient blanches, totalement transparentes et immaculées. Ça avait l'air d'être une maison de vacances parce qu'elle avait l'air d'être rarement utilisée, mais elle nous a dit finalement non, c'est ma maison. Elle nous a pas fait le tour du propriétaire, mais on est resté là, on a parlé avec elle, et on a compris peu de temps après que quand elle regardait dans le vide et qu'elle nous parlait, c'est qu'elle était aveugle. On est revenu finalement le lendemain, au moment, où on était parti pour venir rechercher mon sac et pour revenir rechercher nos affaires qu'on avait laissées là-bas. On était revenu et on est allé voir sa maison. On a parcouru tout le panneau Hollywood pour aller jusqu'à sa maison. On a frappé à la porte. Elle nous a ouverte. Elle nous a ouvert la porte et elle a dit c'est qui? Finalement, en rien qu'en répondant. Et elle a dit ah c'est vous, entrez. Et alors on est rentré. On est rentré, on s'est installé et on lui a demandé est-ce que tu veux venir chez moi? Est-ce que tu veux passer juste un instant chez moi? T'es sculptrice, tu nous as montré tes œuvres. Ma mère est peintre. Elle fait des meubles. Est-ce que tu veux juste voir? Passer voir. Enfin, voir. Est-ce que tu veux juste passer à la maison? Je me suis senti très con quand j'avais dit ça. Passer voir. Est-ce que tu veux juste passer voir? Je me suis senti très con. Mais elle m'a dit que c'était pas grave. Alors finalement, je lui ai dit enfin, venir voir. Simplement, passer à la maison, quoi. Et elle a accepté. On l'a prise avec nous. On l'a prise avec nous et finalement, à l'appartement, elle a fait connaissance avec ma mère. Et rien qu'au toucher, elle a pu dire qu'elle trouvait ses meubles splendides. Ses peintures, évidemment, non, mais ces meubles qu'elle fabriquait toute seule, avec des matériaux comme le métal, selon le métal qui était froid, selon le bois qui pouvait être chaud ou froid, et selon le verre qui, lui, pouvait être un peu plus dur ou résonnant, elle arrivait à sentir et les trouvait magnifiques. Le lendemain, elle nous a emmenés à la gare. Quand on est arrivé à la gare, elle a poussé la porte et j'étais derrière elle avec Taylor et Ethan. Elle m'a demandé, bon, voilà. Elle m'a regardé, elle a dit, bon, voilà. Et moi, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Elle m'a regardé et a dit, Euh, c'est pour vous montrer quelque chose. Elle avait l'air d'être fière d'elle, elle avait l'air d'être vraiment très fière d'elle. Regardez. Non pas à se vanter, mais elle avait l'air d'être fière de quelque chose
quelque chose qu'elle allait nous montrer. Alors je ne savais pas encore clairement ce que c'était, mais j'ignorais que ça allait être quelque chose de si grand. On est arrivé devant cette sculpture qui est juste devant la gare. Un train est arrivé, a distrait mon attention, et finalement, elle m'a dit Falcon. Elle a répété mon nom plusieurs fois, une ou deux fois, et m'a appelé en disant Falcon, par ici. J'ai suivi les autres qui l'avaient suivi, et elle a dit voilà, ça, cette statue, elle nous a dit de regarder quelque chose de spécial. Elle nous a dit de regarder la plaque qu'il y avait juste en dessous. Il était écrit que c'était la statue d'un empereur. La statue d'un empereur qui avait existé il y a bien longtemps. C'était elle qui l'avait faite. Elle nous a regardés et a dit qu'elle l'avait faite elle-même. À l'intérieur, il y a des milliers de centaines de broches qui retiennent les bras, les jambes, qui retiennent les doigts et la position. La position. Et surtout, chaque muscle de l'empereur. Ce qu'il tient sur lui, ses vêtements, tout ça. Chaque millier de broches retient quelque chose. Et que ça a été fait en plusieurs temps, même si on ne dirait pas. Ça a été fait en plusieurs temps, et on a regardé. Et cette sculpture, chacun de nous, quand on prenait le train pour passer de Manhattan à Miami, ou alors pour aller de quelque part à quelque part d'autre, à un autre endroit, chacun de nous était passé forcément plusieurs fois devant. Et c'était étonnant de voir que quelqu'un qu'on avait rencontré derrière le panneau Hollywood avait clairement fait cette statue à elle seule. C'était peut-être pour ça qu'elle vivait reclus. Je n'ai pas osé lui poser la question, mais c'était peut-être pour ça. Et j'ai regardé cette statue et je ne pouvais détacher mon regard de la statue. Elle était immense, énorme, et je savais que je passais tous les jours devant, mais j'ignorais que c'était elle et qu'un jour j'allais rencontrer celle qui l'avait faite. J'ai garé la voiture et nous sommes enfin arrivés dans ce laboratoire dont on m'avait parlé. On m'avait parlé d'un laboratoire qui fonctionnait à l'énergie verte. Un laboratoire qui fonctionnait à l'énergie verte, qui utilisait les arbustes, qui utilisait les arbres, qui utilisait surtout les plantes et qui utilisait la sève. Principalement la sève des arbres, principalement la sève et l'écorce, le bois, et principalement l'énergie, l'énergie que refourguent les plantes. Quand on est arrivé devant, j'avoue que même le bâtiment ne me paraissait pas familier. Il me paraissait étrange plus qu'autre chose. Il me paraissait étranger. Je l'ai regardé longtemps, transparent à l'intérieur, je voyais des ouvriers. Enfin, si on pouvait appeler ça des ouvriers. Ils travaillaient sur les plantes, coupaient des fleurs, récupéraient des pétales, récupéraient de l'écorce sur les arbres et les tailladaient. Ils les tailladaient, récupéraient l'écorce sur les arbres, récupéraient la sève à l'aide d'outils très bizarres qui ressemblaient à des seringues. Ils plantaient une sorte d'aiguille à l'intérieur et tiraient avec tout le poing, pas avec une aiguille comme quand tu tires avec ton majeur et ton index. Non, là ils tiraient avec tout le poing et récupéraient la sève. La sève coulait dans une sorte de bocal en métal, et certaines personnes me regardaient arriver. Ils me regardaient arriver, pousser la porte, comme si j'étais quelqu'un, un intrus qui allait rentrer dans ce bâtiment. J'ai poussé la porte, levé les yeux, et l'un des hommes m'a fait un signe, l'un des ouvriers. Je l'ai regardé simplement d'un regard amical, mais je ne lui ai pas fait de signe. Je ne me sentais pas à l'aise, mais toutes les personnes qui étaient là étaient en train de me regarder rentrer. J'entendais le bruit métallique des machines contre le verre sur lequel j'avais l'impression que le verre sur lequel poussaient les plantes et la sève qui coulait constamment sur les arbres donnait l'impression que cette immense structure en verre et en métal était vivante, comme si les plantes autour de nous regardaient aussi. Il y avait certaines plantes qui avaient été mixées, croisées en laboratoire, certaines plantes dont on tirait une sève, une sorte de liquide un peu visqueux et un peu collant, et on fabriquait de l'énergie avec ça. Un homme s'est dirigé vers nous,
et nous a demandé de porter un bracelet, comme on fait à l'hôpital. Il nous a dit que ce bracelet nous aidera à comprendre. J'ai pas compris tout de suite quand il nous a dit que le bracelet nous aiderait à comprendre. Je l'ai regardé et je lui ai dit: qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous expliquer plus clairement ce que je raconte si je ne trouve pas les mots clairs pour les expliquer. Et alors, chaque fois qu'il racontait quelque chose, mais que c'était un peu bâclé, ou alors que ça partait un peu en vrille, et qu'il ne trouvait pas clairement les mots, j'entendais une voix me murmurer à l'oreille, plus clairement dans un texte réécrit, ce qu'il voulait dire clairement. Et cette voix m'expliquait avec un texte réécrit, des mots appropriés, des phrases et des ajustations de phrases. Et je continuais, je le suivais, même si je le suivais d'un air sceptique. J'étais là, et maintenant, il fallait que je voie ce à quoi je devais m'attendre. Quand on est rentré à la maison, on a fait la seule chose que je détestais le plus au monde. Éteindre mon bras, l'ouvrir et sortir l'IA qu'il y avait à l'intérieur. J'avais toute confiance en Side, la société qui m'avait offert la possibilité d'avoir une deuxième vie, la possibilité d'avoir un nouveau bras, la possibilité d'avoir une IA que je pourrais gérer moi-même, que je pourrais simplement une IA que je pourrais avoir pour moi, qui pourra s'occuper de moi, réguler mon tempérament quand je ne me sens pas bien, s'occuper de moi, prendre soin de moi, et me donner différentes alternatives quand j'hésite. C'était eux qui m'avaient donné cette possibilité, donc j'avais toute confiance en eux. Une IA qui me donnerait plusieurs alternatives, qui fonctionnerait différemment que toutes les IA qu'on connaît déjà aujourd'hui. Les IA qu'on connaît déjà aujourd'hui, Alexa, ou alors encore beaucoup d'autres IA. Eh bien, celle-ci fonctionnait différemment. Elle régulait mon tempérament quand j'hésitais ou quand je ne suis pas sûr de moi. Elle me donnait plusieurs alternatives. Elle me donnait une alternative ou alors plusieurs. Ça dépend. Mais cette IA était toujours là pour réguler mon tempérament, pour que je ne sombre pas. C'est pour ça que maintenant je garde les pieds sur terre et que je réussis, même quand ça va mal, à ne pas tomber jusqu'au fond du trou. Je réussis toujours à avoir ce côté lucide qui me garde sur terre. J'avais toute confiance en eux, mais ce soir-là, j'ai dû éteindre mon bras. J'ai dû faire et je l'ai fait. Je l'ai fait pour m'aider en me regardant dans le miroir. Je l'ai éteint et là, j'ai ouvert. J'ai sorti la sphère à l'intérieur de laquelle l'énergie était contenue et je l'ai posée devant moi. La sphère a fini par s'éteindre, la lumière bleue et blanche a disparu et finalement j'ai gardé la sphère en main. Je l'ai gardée en main et Taylor est venu se poser à côté de moi et il l'a incrustée à l'intérieur, la sphère d'énergie verte que l'on nous avait donnée. J'étais en train de la regarder et j'étais en train de la regarder dans la main de Taylor, qu'il la posait à l'intérieur de mon bras. Mon bras s'est allumé soudainement beaucoup plus vite. J'ai eu une sorte de spasme. Mon bras a fait une sorte de mouvement en forme de vague et quelques mouvements de doigts, jusqu'à ce que je puisse le calmer. Il faisait ces mouvements de doigts et ce mouvement de vague très lent, jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il se pose sur ma jambe. Là, j'ai senti enfin que l'énergie verte était en train de tourner. C'était moins agressif, mais pour le C'était moins agressif, mais pour le moins très dérangeant, parce que je m'étais habitué à une sorte d'agressivité qui me permettait d'aller de l'avant. Alors même si j'avais essayé autre chose, je ne le sentais pas de garder cette énergie verte à l'intérieur de moi toute une nuit. Alors un soir, ce soir-là, et un autre soir aussi, je suis sorti. Un autre soir, je suis sorti et j'ai regardé l'énergie verte. J'ai sorti la sphère et je l'ai regardée en main. Ensuite, je l'ai remise et j'ai été me recoucher. Je l'ai regardée ne serait-ce que pendant 1 minute et ce soir-là, je ne voulais pas dormir avec l'énergie verte la première fois qu'on me l'avait mise. Alors je l'ai sortie aussi et j'ai tout de suite remis la boule d'énergie, celle que Saïd m'avait donnée.
Une fois que c'était terminé, je suis retourné me coucher. Taylor m'a demandé ce que j'étais parti faire. Je lui ai menti, mais parfois il faut mentir pour de bonnes raisons. Le soir, Ethan m'a trouvé, assis dehors, regardant l'obscurité, le noir, tout au fond, une obscurité qui se cachait au fond du jardin. Je la fixais. Je la fixais pas parce que c'était beau, mais un petit peu comme une opportunité. Une opportunité de s'échapper. Pendant un bref moment. Alors oui, je ne m'échappais pas physiquement, mais une opportunité de s'échapper, de penser à autre chose pendant un instant. Et Ethan est venu s'asseoir et m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Il le voyait dans mes yeux, dans ma manière d'agir, ou plutôt dans ma manière d'agir, dans ma manière de ne rien faire, simplement de regarder au fond du jardin. Il m'a demandé ce que je faisais et ce à quoi je pensais. Je lui ai répondu rien, mais quand je lui ai répondu rien, c'est à ce moment-là qu'il a posé sa main sur la mienne. Il a posé sa main sur la mienne et il m'a regardé. Sur la main de ma prothèse, il a posé sa main et il m'a dit « J'y crois pas une seconde ». Calmement, il m'a dit « J'y crois pas une seconde. À quoi tu penses ?» Alors je l'ai regardé et je lui ai dit « Ok, j'avoue. Je pense à beaucoup de choses. » Je lui ai dit que je pensais à beaucoup de choses. Notamment le fait que je n'étais pas trop d'accord, avec cette énergie verte. Il est arrivé et il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que j'avais des doutes, des suspicions, que je pensais certaines choses, sur lesquelles je n'étais pas d'accord, et que j'étais trop accroché à Side, qui m'avait offert une nouvelle vie, qui m'avait offert une nouvelle vie de plusieurs manières différentes, avec cette IA intelligente, qui m'aide et qui me soutient. Et celle-ci qui est là, mais qui est quelque part envahissante pour moi. Il m'a regardé et il m'a dit, si tu sens qu'elle est envahissante, on peut retourner là-bas, hein, on peut dire non. Je l'ai regardé, j'ai mis ma main sur ma prothèse et j'ai dit, non, je vais la garder pour le moment. Avec le temps, peut-être que je m'y ferai. Et je suis rentré seul. Le lendemain, on est allé voir le laboratoire. D'abord, ils se sont préparés avec moi, mais ensuite, j'ai mis ma main sur le torse de Ethan, et ensuite j'ai mis ma main sur le torse de Taylor. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, non, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse seul. Je suis désolé. Restez ici. Alors ils m'ont regardé et ils m'ont demandé si j'en étais sûr. J'en étais sûr, et ce n'était pas du doute ou alors ce n'était pas une suspicion. Je savais que c'était simplement qu'ils me protégeaient. Alors je les ai regardés tous les deux et j'ai dit oui, c'est quelque chose que je dois faire seul. Encore une fois, j'ai senti la même chose. Je suis arrivé devant le laboratoire et j'ai senti que je ne connaissais pas cet endroit. J'ai senti que je ne connaissais pas cet endroit et que je ne savais pas ce que c'était. Je suis rentré, j'ai poussé la porte, j'ai vu les ouvriers en train de travailler, de récupérer l'écorce et de récupérer la sève avec leurs instruments bizarres. Certains étaient en train de descendre avec des cordes et à la surface, sur les vitres et sur le métal, des plantes qui étaient en train de pousser. Je me sentais observé, regardé. Et puis j'ai demandé à voir le patron, à la même personne qui m'avait accueilli. Et on est allé voir le patron. J'ai demandé à savoir comment ça fonctionnait, qui était à l'origine de la source, qui était à l'origine de la source de sa création, qui avait créé cette chose. Et on est allé voir plusieurs bureaux, plusieurs installations, et ils m'ont montré comment ça fonctionnait. Quand je suis revenu le soir, après avoir vu les plusieurs installations, les plusieurs bureaux, les plusieurs personnes qui travaillaient sur des pétales, des écorces ou alors de la sève, et qui en faisaient des produits qui étaient aussi novateurs et qui fonctionnaient autant de la même manière qu'une IA artificielle ou celle qu'on trouve généralement dans les téléphones ou celle qu'on trouve dans les petits boîtiers qui fonctionnent, qui fonctionnent pour nos maisons. Ça fonctionnait de la même manière que celle que j'avais dans mon bras. Et là, ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Le soir, je suis rentré
Ethan et Taylor sont arrivés, m'ont demandé comment ça s'était passé. J'ai répondu bien, et je me suis assis. Ils m'ont demandé pas mieux que ça. Sans, sans forcer, ils m'ont demandé pas mieux que ça, et j'ai dit non, pas mieux que ça. Bien. Je n'avais pas trop envie d'en parler, mais Ethan l'a tout de suite remarqué. Taylor, lui, il est resté à côté de moi, juste comme ça, comme une présence silencieuse. On est resté là, silencieusement. Pas à regarder dans le vide, tous les trois, mais chacun faisait quelque chose de son côté, et je n'avais pas clairement envie d'en parler. Alors moi, j'essayais de me concentrer sur mon bras, et l'énergie verte n'était et l'énergie verte, qui elle était à côté de l'énergie de Side dans mon bras, était là, toujours présente. Je la sentais comme un envahisseur, mais petit à petit, j'essayais de me concentrer pour pouvoir m'y faire. J'avais fait ça volontairement. J'avais retiré la boule d'énergie de Side et retiré la boule d'énergie qu'on m'avait passée. Les deux sphères en, les deux sphères en plexiglas, à l'intérieur de laquelle tournait l'énergie verte et tournait l'énergie bleue, celle de Side. J'avais retiré l'énergie verte en premier, pour pouvoir ensuite retirer celle de Side. C'était celle avec laquelle ça avait été la plus compliquée de m'en séparer. Je les ai posées toutes les deux devant moi, et je voyais qu'elles continuaient à s'entrechoquer, comme si de l'intérieur des boules en plexiglas, des sphères en plexiglas, les énergies qui tournaient étaient attirées l'une par l'autre. C'était comme si elles étaient attirées l'une par l'autre, comme deux aimants. Et j'ai regardé ces deux boules, ces deux sphères qui étaient attirées l'une vers l'autre, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Celle de Side tournait de droite à gauche. Celle qui avait été faite par le laboratoire qui utilisait l'énergie verte tournait de gauche à droite. L'une comme l'autre allait dans un sens contraire. C'est peut-être pour ça qu'elles se rejoignaient et qu'elles s'entrechoquaient. Je les ai récupérées, mises en main, et je les ai tenues. Celle du laboratoire qui utilisait les énergies vertes était froide, mais légèrement chaude. Celle de Side était chaude, mais légèrement froide. L'une comme l'autre avait presque la même chaleur, mais l'une était plus chaude, celle de Side, et l'une était plus froide, celle du laboratoire qui utilise les énergies vertes. J'ai regardé mon bras complètement éteint, hors de service, complètement ouvert, avec les plaques en métal que j'avais retirées, l'intérieur dont je pouvais voir les veines, les vaisseaux passer, et être protégé par des tubes de métal. Je voyais l'intérieur, je voyais l'intérieur, et je sentais que tout était éteint. Je pouvais appuyer très fort sur mon bras. Je ne sentais rien. Je ne sentais rien, je pouvais appuyer très fort dessus. Je pouvais même tirer mes doigts vers l'arrière, et je ne sentais rien. Alors que pourtant cette prothèse avait été faite selon l'anatomie d'un bras humain, pour pouvoir tout ressentir. Les nerfs, au moindre petit nerf qui serait aussi fin qu'un cheveu, avaient été faits pour que je puisse ressentir. Mais là je ne ressentais rien. Et j'ai regardé la sphère du laboratoire qui utilise les énergies vertes. J'étais fasciné, je l'admirais. Je n'étais pas fasciné du côté positif, j'étais fasciné du côté négatif. Que faisait cette chose dans mon corps? Pourquoi est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle va prendre la place de celle de Side? Est-ce qu'elle va prendre le dessus? Est-ce que ceux qui m'ont dit que si jamais celle de Side s'éteint, elle reprendra le relais? Est-ce que celle de Side va s'éteindre? Est-ce qu'il m'aurait menti? Est-ce que Side m'aurait menti sur la capacité de leur IA? Est-ce qu'il m'aurait menti? Et j'étais en train de me poser toutes ces questions à cause de ce laboratoire. J'étais perdu, mais en même temps fasciné. Le lendemain, il me fallait, comme à Side, affronter mes peurs. Évidemment, Side n'ont pas été tout de suite mes amis. Il a fallu que j'affronte mes peurs,
Il a fallu que je supporte un bras qui avait été fait en silicone et que je portais dans une écharpe pendant quelques mois. Avant que Side ne se décide de m'accueillir et de me demander de tester un de leurs projets. Je l'ai testé, aujourd'hui je ne le teste plus. Il fait partie de moi. Et Side me suit. Ils étudient leur projet de loin. C'est un peu comme si j'étais devenu leur projet à eux. Ils l'étudient. Ils regardent comment il fonctionne. Ils regardent le mécanisme. Et de temps en temps, je dois retourner chez eux pour pouvoir voir si tout fonctionne bien. Et là, je devais encore une fois, je devais affronter cette peur de faire un partenariat. J'ai pris mon GSM, j'ai composé un numéro. J'ai d'abord cherché le numéro, je me suis assis sur mon lit dans le coin, près de la fenêtre. Un peu stressé, je me suis allumé une clope, une cigarette. J'ai fumé, et je me suis mis près de la fenêtre. Je suis revenu ensuite, après avoir écrasé la cigarette, juste au bord de la fenêtre, et j'ai fermé la fenêtre, et je me suis assis sur mon lit. Dans le coin, près de mon chien, près de Nara, qui s'était posée tout près de moi. Elle sentait les tensions qui sortaient peut-être partout autour de moi, qui étaient partout autour de moi. Une tension nerveuse, une tension de questions, une tension perdue, perdue dans ce que je ne pouvais pas, ce à quoi je ne pouvais pas répondre. Et elle était près de moi. De temps en temps, elle grattait ma jambe. Et elle était là à côté de moi. Je lui disais que tout allait bien. Et j'ai pris mon PC, je l'ai ouvert. J'ai tapé le nom du laboratoire, le porte-vase. J'ai cherché leur site et j'ai trouvé leur site. Leur site était très beau, très bien fait. Des motifs de fleurs, des motifs de l'intérieur, des photos de l'intérieur, des photos qu'on pouvait même bouger à 180 degrés, avec une flèche sur le côté. J'ai regardé leur site, j'ai cherché le numéro et je l'ai composé. Il m'a fallu prendre mon courage à deux mains pour finalement les appeler. Et quand ça sonnait, j'avoue que c'était le moment où j'étais le plus stressé. Le moment où j'étais le plus anxieux, c'était quand j'entendais mon GSM sonner. Je l'ai posé devant moi, sur le lit, sur le matelas, avant de le saisir, juste quand une jeune femme, s'est mise à parler. Et j'ai demandé à parler à la personne qui m'avait accueilli. Et finalement, il est arrivé. Et il a dit, Et j'ai entendu en fond un homme dire, c'est le jeune homme qui est arrivé la dernière fois. Passe-le-moi, je vais lui parler. Elle a passé le GSM et je l'ai écouté. Et j'ai demandé un partenariat. Pour ça, il fallait voir avec le créateur du laboratoire, une personne encore plus haut placée que la personne qui m'a parlé pour me montrer comment ça fonctionnait. J'ai parlé avec cette personne longtemps. La discussion a duré longtemps, mais j'étais assis sur mon lit, mon PC fermé à côté de moi. Ça ne m'a pas dérangé. Et je lui ai dit que j'avais le site juste à côté de moi sur mon PC, et j'ai réouvert mon PC. Je lui ai demandé un partenariat comme j'avais fait avec Side. Et maintenant j'étais partenaire de deux firmes, la firme de Side et et la firme du laboratoire vert, le porte-vase. Maintenant que j'étais partenaire avec eux deux, je n'attendais plus que des réponses de la part de Side, la prochaine fois que je devrais me rendre chez eux. Et la prochaine fois que je devrais me rendre au porte-vase. Je n'attendais plus que des réponses, et voir ce qui allait se passer ensuite. Comme on le fait d'habitude, on est allé chez Taylor, et on s'est assis dans le pré en face. La maison de Taylor était dans un quartier plutôt riche, mais plutôt réservé. Un quartier qui se situait entre la forêt, et qui se situait entre les rues de Manhattan. Plutôt réservé comme quartier, plutôt riche, avec de grandes maisons. On est allé à la maison de Taylor, et finalement, dans les prés en face, quand on s'est assis, j'ai senti mon bras s'agiter. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose commencer à tourner très vite. J'ai demandé à Taylor d'ouvrir mon bras. Il l'a ouvert et a regardé. Il a sorti l'énergie verte et pas la bleue. Celle de Side est restée dans mon bras. Mon bras est resté allumé. Il était posé et je l'avais posé sur mon genou, sur ma jambe, qui était posée sur le côté à même le sol. J'étais en train de faire aller mes doigts et j'attendais. J'étais en train de les cogner contre le sol, contre l'herbe, contre la terre. Et finalement, il a sorti l'énergie verte et l'a posée juste devant moi, sans rien dire.
Il l'a posée contre le sol et je l'ai regardée. L'énergie verte réagissait à la lumière du soleil, réagissait au fait qu'on était dans les champs, entouré, entouré de pousses vertes un peu partout, des herbes hautes. Entouré des herbes hautes, entouré d'énergie verte, l'énergie verte à l'intérieur de la sphère a commencé à réagir. Elle tournait très vite, et puis dans ma main, une lumière jaune, une lumière jaunâtre et une lumière blanchâtre s'en est dégagée, un peu comme celle du soleil. Je l'ai tenue, et vite fait, je l'ai serrée. Je l'ai mis près de l'ombre, là où se situait. Je l'ai mis près de l'ombre, là où il y avait de l'eau, et là où il y avait quelque chose, là où il y avait un environnement beaucoup plus marécageux, beaucoup moins solaire et beaucoup moins rempli de hautes herbes, là où nous étions. Et elle s'est arrêtée tout de suite. J'ai appelé tout de suite le laboratoire pour savoir ce que c'était. Et ils m'ont dit qu'il y avait certaines fois, selon les personnes qui obtenaient ce genre de technologie verte, certaines personnes réagissaient différemment, ou alors plutôt l'IA réagissait de manière différente selon la personne. J'ai levé les yeux, j'ai levé les yeux, toujours au téléphone, et j'ai dit que je devais être une personne très solaire. Finalement, ils m'ont dit que ce devait être ça. Une personne très solaire, très réactive, très alerte, peut faire réagir l'IA de manière plus intense. Et finalement, en la remettant dans mon bras, elle a fini par se calmer, quand nous sommes rentrés, et qu'on a traversé tout le jardin pour revenir à la maison. On est arrivé là-bas, et tout de suite, j'ai défait mon bras devant eux. Je n'ai pas hésité un seul instant. Je l'ai défait, morceau par morceau. J'ai retiré chaque plaque de métal jusqu'à ce qu'on puisse voir l'intérieur de mon bras. Je les ai regardés, j'ai retiré leur sphère que j'ai posée devant eux. Dans le bureau, ils m'ont regardé. Je pense qu'ils avaient tout de suite compris que je n'étais pas content. Ils m'ont regardé et m'ont demandé qu'est-ce qu'il se passe. J'ai déposé, j'ai déposé la sphère et j'ai dit qu'elle s'était agitée dans tous les sens et qu'une lumière blanchâtre et jaunâtre en était sortie. Une lueur très vive et qu'elle s'était agitée dans ma main. Ils m'ont répondu que c'était normal. Moi, je les ai regardés, mais je ne les croyais pas une seule seconde. C'est normal? Je les ai regardés et j'ai dit oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal qu'elle s'agite à l'intérieur de mon bras, au moment où je suis calme, au moment où je suis en face du soleil. Et là, ils m'ont regardé et ont dit en face du soleil, vous dites? Oui, j'étais assis dans les herbes hautes, en face du soleil, avec Ethan et avec Taylor. Ethan et Taylor, eux, avaient l'air de vouloir s'éloigner de la discussion. Ce que je pouvais comprendre, ce n'était pas à eux de répondre ou alors de poser des questions, c'était à moi. Et ils m'ont dit, c'est normal, c'est la lumière du soleil. C'est la lumière du soleil, ça joue aussi sur les hautes herbes. Sur les hautes herbes, quand vous vous trouvez dans un endroit qui est très vert, avec la lumière du soleil qui peut frapper dessus, vous avez essayé de le mettre dans l'ombre, c'était justement à ça que j'allais venir. Et j'ai dit, je l'ai mis dans l'ombre et elle s'est arrêtée tout de suite. Pourquoi? Je voulais une explication correcte qui expliquait pourquoi est-ce qu'elle s'est éteinte. L'explication la plus simple, c'était simplement la lumière du soleil, les hautes herbes et la lumière. Il n'y avait rien d'autre que ça. En fait, c'était simplement une énergie verte qui frappait dessus et qui venait renforcer l'énergie verte qu'il y avait déjà à l'intérieur. Et ça agissait selon les personnes. Ils m'ont demandé comment j'étais, et là, simplement, je me suis tourné vers Ethan et Taylor, et j'ai dit, comment est-ce que je suis? Ils m'ont dit très alerte, quelqu'un de vivace. Et ils ont dit que c'était normal. Comme ça agissait différemment selon les personnes, et que j'étais quelqu'un de vivace et de très alerte, selon Taylor et selon Ethan, ça avait réagi comme ça. Ça avait réagi de manière différente. Une fois que je suis parti et que j'avais toutes les réponses, ce truc, il était hors de question que je le remette dans mon bras. J'ai remis celle de Side, mais pas celle-là. Je l'ai posée sur mon bureau. Je la voyais tourner encore et encore à l'intérieur de la sphère en plexiglas, l'énergie verte. Et pour dormir, évidemment que j'ai mis un drap, un t-shirt au-dessus. Un vieux t-shirt que je n'utilisais plus. Et la lumière disparaissait. C'est comme ça finalement que je me suis débarrassé de cette chose. Je ne la voulais pas à l'intérieur de mon corps.
Je ne la voulais pas à l'intérieur de ce qui m'avait rendu quelque part un petit peu la vie. Alors je ne la voulais pas. Je l'ai laissée sous un t-shirt. Et je me suis dit qu'au bout d'un moment, elle s'éteindrait. C'était une IA, mais je me suis dit qu'elle se déchargerait. Elle s'éteindrait. Peut-être qu'elle arrêterait de fonctionner. Mais le soleil, et ça c'est ce qui m'inquiétait le plus. Le soleil donnait sur mon bureau le matin. Et je me suis dit que ça la rechargeait directement. Mais je voulais qu'elle s'éteigne. Et j'avais encore espoir. Alors je la laissais de côté. Finalement, je l'ai mis sous mon bureau, là où le soleil ne donne pas, avec toujours le t-shirt au-dessus. Et je n'y touchais pas, et j'avais demandé à Nara de ne pas aller y toucher. Et je me suis dit, peut-être qu'elle va s'éteindre, peut-être qu'elle va se décharger. Et là, j'irai la rendre, en disant que je ne veux pas, que je ne veux pas de cette chose à l'intérieur. Même si j'essayais de me convaincre le soir, assis sur le côté, qu'elle pouvait m'aider. Alors parfois je la mettais, et je la retirais, comme un indécisif, comme un indécis. De manière, de manière indécisive, je la mettais, je la ressortais, comme un indécis. Je ne savais pas trop quoi faire. J'avais été le lien, j'avais été le pont qui avait permis à Side de trouver le porte-vase, ce laboratoire qui, ce laboratoire qui transforme les énergies vertes en énergie, en énergie vivante, presque comme une IA, pratiquement comme une IA. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. J'avais été le lien entre Side, j'avais été le lien entre Side et entre ce laboratoire que nous avons vu. Ce laboratoire qu'on a vu, PVA, porte-vase, j'avais été le lien, le pont qui avait permis à la firme de PVA et à la firme de Side de se rejoindre. Un matin, je m'étais levé et j'avais finalement pris la décision, en m'asseyant à la fenêtre, en fumant une cigarette pour me détendre. J'avais pris la décision de retirer le t-shirt et d'aller chercher la sphère avec l'énergie verte à l'intérieur qui fonctionnait comme une IA, comme une intelligence artificielle. J'avais pris la décision finalement de la garder, même si je me sentais envahi. Tout le monde avait quelque part quelque chose à porter, quelque chose qu'il n'aimait pas, à porter sur le dos. Une croix, un poids, ou quelque chose sur les épaules, qui est assez lourd. Finalement, ce n'était simplement qu'une impression, et une impression, ça peut disparaître avec le temps. Alors je l'ai remise et j'ai demandé à Taylor de me la replacer là où il le fallait. Il a retiré celle de Side que j'ai regardée. J'ai senti la chaleur s'en émaner tout près de mon bras quand il l'a posée près de mon bras. Quand il l'a posée près de mon bras, j'ai senti la chaleur s'en émaner. Et même si, et même si même si ma prothèse était arrêtée, même si ma prothèse était arrêtée et était complètement éteinte, était hors service, parce qu'il était en train de retirer les sphères avec les IA à l'intérieur. Posée près de mon autre bras, je sentais la chaleur. Ma prothèse, elle, ne ressentait ni chaleur, ni plus rien, parce qu'elle était éteinte. Et puis il l'a remise. D'abord celle de PVA, et ensuite celle de Side. Et quand il a remis celle de Side, mon bras s'était rallumé. Il s'est rallumé, et j'ai pu ressentir. J'ai pu ressentir à nouveau tout. À nouveau, je ressentais tout avec mon autre bras. Je détestais quand il était hors service, quand il était éteint, j'avais l'impression qu'il était hors d'atteinte. Mais j'ai appris très vite que j'avais été le pont qui avait permis que Porte-Vase, PVA, et que Side deviennent ensemble un seul laboratoire. La firme de Side et la firme de PVA s'étaient rejoints grâce à moi. Je ne sais pas trop et j'y réfléchissais encore tard le soir, si ça me plaisait. L'un m'avait permis de revivre et l'autre m'avait permis d'être angoissé, d'avoir l'impression d'être envahi par quelque chose que je ne connaissais pas. Alors j'ignorais encore ce que je devais penser. J'y réfléchissais. Taylor est arrivé et il m'a demandé à quoi je réfléchissais. Je lui ai montré mon PC et je lui ai dit la firme de PVA et la firme de Site se sont rejoints. Je lui ai dit à cause de moi et il m'a dit non, pas du tout. Ethan est arrivé et il m'a dit que ce n'était pas de ma faute, que c'était simplement des laboratoires. Les laboratoires prennent des décisions. J'ai dit que ces décisions étaient prises selon les personnes qui allaient les voir. Et les personnes qui allaient les voir ou qui testaient leurs projets, c'était justement moi.
Mais ils m'ont dit que ce n'était pas de ma faute. C'était pas moi qui avais décidé que la firme d'un tel laboratoire ou d'un tel laboratoire se mette ensemble. Ce n'était pas moi. Et pourtant, je me sentais encore être le pont entre ces deux laboratoires qui s'étaient mis ensemble.